Le troisième jour de leur navigation, les cieux se couvrirent d'épais nuages. Le vent devint furieux et la mer agitée annonça le plus terrible orage qu'on puisse voir. La foudre, la tempête et l'impétuosité des flots battaient à la fois sans relâche cette escadre malheureuse. Jean de Calais mit tout en œuvre de son expérience pour garantir le navire qui portait tout ce qu'il avait de plus cher. L'amour qui l'animait paraissait seconder ses soins pour un bien si précieux, mais le traître Don Juan qui l'observait sans cesse et dont la rage et la jalousie troublaient également le cœur et la raison, le voyant occupé dans le fort de la tempête à observer le temps, prit le sien si justement que sans pouvoir être vu de personne, il vint derrière lui et le poussa si rudement qu'il le précipita dans la mer, dont les vagues gonflées et l'une sur l'autre le firent bientôt perdre de vue à son barbare homicide. Cependant, le gros temps faisait aller si vite le vaisseau dans lequel étaient Constance et Don Juan qu'on avait déjà bien fait du chemin sans qu'on s'aperçût que Jean de Calais y manquait. Mais la princesse, toujours attentive à son sort, alarmée de ne point le voir, le demanda, le fit chercher, et chacun, s'empressant à la satisfaire, on n'entendit plus que des cris douloureux qui annoncèrent à cette malheureuse épouse qu'on ne le trouvait pas. Je n'ai point de termes assez forts pour vous exprimer son désespoir. La tempête ne l'intimide plus. Une plus forte crainte lui donne le courage. Elle vint sur le pont. Elle crie. Elle appelle son époux, et les profonds abîmes du funeste élément retentissent au son de sa voix. Le perfide Don Juan s'approche et paraît le plus empressé à chercher Jean de Calais. Mais trop sûr de son destin, il lui fait entendre qu'un coup de vent l'a jeté dans la mer. Quelle affreuse nouvelle pour une femme si passionnée! Elle s'arrache les cheveux, ses mains meurtrissent son beau visage. La vie lui fait horreur. Et pour la terminer, elle cherche à s'élancer dans la mer. Don Juan se met au-devant d'elle. Isabelle embrasse ses genoux. Il n'est pas jusqu'au moindre matelot qui ne quitte tout pour s'opposer à son dessein. Mais leurs soins sont inutiles, et sa douleur lui prétend des forces. Elle est prête à franchir les obstacles qu'on y met. Lorsqu'Isabelle lui présente son fils, qui lui tendant les bras, semble la supplier de vivre encore pour lui. Cet objet la saisit, l'étonne, l'arrête, et sans calmer son désespoir, il lui ôte le courage d'en suivre les mouvements. Et ne pouvant plus supporter les maux qu'elle ressent, elle tombe évanouie dans les bras d'Isabelle. On profita de cette faiblesse pour l'arracher de cet endroit. Isabelle et Don Juan mirent leurs soins à la faire revenir. Ils y réussirent, mais rien ne put calmer sa douleur. Le nom de Jean de Calais était sans cesse dans sa bouche. Don Juan voulut la consoler, mais la perte de son époux ayant redoublé sa haine pour ce prince, elle ne voulut point l'écouter, et lui ordonna même de ne plus se présenter à elle le reste du voyage. La tempête cessa, la mer devint calme, et ces tristes vaisseaux arrivèrent à Lisbonne sans autre accident. La présence de la princesse répandit une joie universelle dans cette cour, mais lorsque le roi la reçut dans ses bras, et que ses pleurs et ses sanglots lui eurent appris la perte qu'elle avait faite, il ne put lui refuser des larmes.
ce tendre père partagea sa douleur. Le bruit de ce malheur ne fut pas plus tôt répandu que les grands et le peuple firent de leur part un deuil universel. Le seul Don Juan jouissait d'une secrète joie, espérant que le temps ferait finir les pleurs et l'amour de Constance. Mais pour y parvenir au plus vite, il fit tant par des voies souterraines et qui ne pouvaient le trahir, qu'il engagea les peuples du royaume des Algarves à se révolter, sentant bien qu'il aurait le commandement de l'armée pour les remettre dans leurs devoirs. Cela ne manqua pas. Le roi lui remit le soin de châtier ces rebelles. Alors, charmé de voir réussir son dessein, il marcha contre les révoltés qui s'étaient retranchés au bord d'une rivière. Il les attaqua, pénétra dans leurs retranchements et après un combat de 6 heures, il remporta une victoire complète et poussant plus loin ses conquêtes, il prit toute leur ville et fit punir les autres d'une rébellion qu'il avait fomentée lui-même. Il soumit de nouveau les Argaves au roi de Portugal et revint à Lisbonne où les États assemblés lui décernèrent les honneurs du triomphe. Ce n'était pas encore assez pour lui. Il les engagea par ses intrigues à demander la princesse en mariage, consentant que son fils régnât après lui. Cette union était si sortable que les États l'approuvèrent et la demandèrent au roi, qui, ne pouvant s'opposer à ce qui lui semblait juste, le proposa à la princesse, qui ne put l'entendre sans désespoir. Elle renouvela toute sa douleur, et elle protesta au roi qu'elle se donnerait plutôt la mort, plutôt que d'épouser un prince qui était l'objet de sa haine. Mais l'intérêt de l'État l'emporta sur ses raisons. Il fallut obéir, et le jour fut pris pour la célébration de ce funeste hymen que le peuple souhaitait avec ardeur. Le même moment fut destiné au triomphe de Don Juan, pour lequel le roi avait ordonné au-dessous du château un feu superbe disposé par plusieurs compartiments, lequel devait offrir aux yeux un spectacle magnifique et nouveau. Il s'était écoulé près de 2 ans depuis la perte de Jean de Calais, duquel il est temps que je vous entretienne. La mer n'avait pas été aussi funeste que Don Juan l'avait espéré. Cet époux infortuné trouva dans les débris de quelques vaisseaux qui n'avaient fait naufrage de quoi se sauver. Il combattit longtemps contre la fureur des eaux et fut enfin poussé dans une île déserte, où il aborda dans l'état que vous pouvez juger que devait être un homme qui sort d'un semblable péril. Il fit longtemps réflexion sur sa triste aventure, et malgré la douleur accablante qu'il ressentait de se voir si cruellement séparé de Constance et de son fils, il remercia le ciel de lui avoir sauvé la vie, espérant qu'il trouverait encore par sa bonté les moyens de rejoindre des objets si chers. Ce fut avec ces pieux sentiments qu'il parcourut cette île d'un bout à l'autre, sans y trouver aucune marque d'habitation. Il n'y vit que de timides animaux, auxquels il fut obligé de déclarer une innocente guerre pour conserver dans ces sauvages lieux des jours que les eaux avaient respectés. Il y vécut de cette sorte les 2 années que Constance avait passées à pleurer, sans qu'il vît aucune facilité qui pût lui donner l'espoir de la revoir. Il commençait à s'abandonner à ces douloureuses réflexions, lorsqu'un jour, se promenant sur le bord de la mer, il vit un homme dans l'éloignement qui lui parut venir droit à lui. La joie s'empara de son cœur.
et voulant jouir au plus tôt d'une vue qui ranimait son espérance et la confiance qu'il avait toujours eue dans les effets de la Providence, il doubla le pas. Et l'ayant joint, « Ah, je me croyais seul dans cette île. » lui dit-il en l'abordant. Et n'ayant jamais remarqué depuis que j'y suis, nul vestige qui pût me faire connaître qu'il y eût d'autres hommes que moi. Je croyais y terminer mes jours malheureux, sans espoir de secours. Mais votre présence fait renaître mes espérances. Et si vous êtes seul avec moi, nous trouverons peut-être ensemble des moyens que je n'ai pu imaginer pour en sortir. Il est vrai, Lui répondit l'inconnu d'un ton grave. que cette île était inhabitée avant ton abord, et je ne fais moi-même que d'y aborder. Comment cela se peut-il? Lui répondit Jean de Calais. Mes yeux ne découvrent aucun navire qui ait pu vous porter. Les chemins que j'ai pris Lui dit-il, sont inconnus aux hommes. Je vois continua-t-il, en remarquant l'étonnement de Jean de Calais. que mon discours te surprend, mais tu seras encore plus surpris lorsque tu sauras que je ne viens ici que pour toi. Je te connais, Jean de Calais. Je sais tous tes malheurs et la trahison du perfide Don Juan. Mais sache que ce n'est pas là les seules peines qu'il te prépare. Il est prêt d'épouser ta femme. Elle t'aime toujours tendrement, et quoiqu'elle croie ta mort certaine, elle t'est fidèle. La seule amitié paternelle et les raisons d'état dont on la rend victime l'obligent à donner sa main à ce traître. Le jour de demain doit éclairer ce fatal hymen, et il sera le dernier de sa vie si tu ne parais pas promptement. Grand Dieu! S'écria Jean de Calais. Et comment pourrais-je empêcher tant de malheurs en l'état où je suis? Hélas, je supportais avec quelque patience ceux où j'étais plongé. J'implorais encore le ciel avec quelque confiance. Je me flattais que sa bonté me tirerait d'ici puisqu'elle m'avait arraché à la mort. Ta vue même avait cimenté cet espoir dans mon âme. Mais ce que tu m'annonces met le comble à mon désespoir. Mon perfide rival sera possesseur de Constance si je ne parais. Il n'y a qu'1 jour à passer pour l'être. Par quel moyen puis-je paraître? Le vaisseau le plus léger, le vent le plus favorable me serait inutile quand je les aurais. Mon seul secours doit être dans la fin de ma vie. Calme ces transports. Lui répondit l'inconnu. Je te dis que je ne suis venu ici que pour toi, et pour empêcher le mariage et le triomphe de Don Juan. Tu peux connaître ce que je puis par tout ce que je t'ai dit. Ainsi remets ton sort à la disposition divine. Rappelle ta vertu, suis-en toujours exactement les lois, et tu sauras un jour par quelle raison le ciel prend soin de ta destinée. Jean de Calais était si surpris de ce qu'il entendait et de la sûreté avec laquelle cet homme lui parlait, qu'il doutait s'il était éveillé. Mais faisant réflexion qu'il ne lui pouvait rien arriver de plus cruel que ce qu'on venait de lui annoncer, et qu'il n'était pas en état de démêler le mensonge d'avec la vérité, il résolut de s'abandonner à l'inconnu et lui promit tout ce qu'il voulut. Alors, ils s'assirent auprès d'un arbre, et cet extraordinaire compagnon lui conta tout ce qui s'était passé à la cour de Portugal depuis sa prétendue mort, et les efforts que Constance avait faits pour lui garder sa foi. Pendant ce récit, Jean de Calais ne put résister à la violence du sommeil qui vint l'accabler. Malgré l'intérêt qu'il tenait à ce discours, il s'endormit. Mais quel fut l'excès de son étonnement lorsqu'à son réveil, il se trouva dans une des cours du château de Lisbonne. Il regarda de tous côtés, et bien sûr qu'il ne s'abusait point, il ne douta plus du pouvoir de celui qui l'avait conduit dans ce lieu. Mais son embarras était extrême de ne savoir comment il pourrait s'offrir aux yeux de la princesse. L'état misérable où il était, ses habits en lambeaux, les pieds nus, une barbe d'une longueur proportionnée au temps qu'il y avait qu'il ne prenait plus soin de sa personne, lui faisait croire avec justice
qu'on ne pourrait le reconnaître. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew hard, her bow dipped down, oh blow me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.